Bonjour à tous, mon nom est Martin Ouellette. Bienvenue à cette nouvelle édition du Bulletin des régions. Au cours de la prochaine heure, on va vous présenter des reportages qui proviennent de partout au Québec grâce à la collaboration des télévisions communautaires associées à Cogeco. Bonne émission. Au sommaire pour vous cette semaine. À Baie-Saint-Paul, l'immense maison-mère autrefois habitée par la congrégation des Petites franciscaines de Marie poursuit sa transformation. Le programme pan-québécois Circonflexe soutient les bonnes habitudes de vie dans le Bas-Saint-Laurent. À Percé, Nancy Kearney sera la première personne à capacité réduite à participer à la Saucette Enfant Soleil. À Saint-Jean-sur-Richelieu, un maillage entre l'intelligence artificielle et l'intelligence artistique. À Mont-Blanc, la Maison des Arts Saint-Faustin souligne son 30e anniversaire avec une exposition autour de la question « 30 ans, c'est quoi? » À Plessisville, l'entreprise Éco-Macaque propose un parcours éco-responsable immersif avec le Sentier des aventures de Noël. Dans les MRC de la Matapédia et de la Métis, on vous propose des trucs pour un temps des fêtes éco-responsable. À Cap-Santé, décès de Richard Chaillé, qui personnifiait le Père Noël à chaque année depuis 50 ans. Mais pour commencer ce bulletin des régions, écoutons Nelson Fecteau de la Télévision des Appalaches, qui nous présente une entreprise de Tring Jonction qui commercialise des engrais de sulfate de potassium et de magnésium produits à partir des résidus d'amiante. Madame, Monsieur, bienvenue à votre émission habituelle d'information Appalaches en quelques mots. KSM Fertilisant a annoncé récemment la toute première expédition commerciale de son sulfate de potassium et de magnésium. Cette étape marque un jalon majeur pour l'industrie agricole québécoise, offrant une solution locale et durable aux producteurs et aux marchés du Québec et d'ailleurs. Chef de file dans la production de fertilisants écologiques, KSM exploite des installations à la fine pointe de la technologie grâce à l'optimisation complète d'une usine entièrement modernisée située à Tring Jonction, au Québec. L'entreprise produira jusqu'à 45 000 tonnes de fertilisants agricoles annuellement, répondant aux besoins des agriculteurs de la région et soutenant l'autonomie alimentaire régionale. Cette nouvelle usine de production est la première du genre dans l'Est de l'Amérique du Nord. Les conditions de procédé utilisant une température beaucoup plus basse que les procédés comparables contribuent à une réduction de 70 % des émissions de gaz à effet de serre. M. David Lemieux, président-directeur général de KSM Fertilisant, a souligné que cette première expédition de sulfate de potassium et de magnésium est un reflet de l'engagement et du savoir-faire remarquable de toute l'équipe de KSM. M. Lemieux a poursuivi en mentionnant qu'il s'agit d'une étape marquante et symbolique que nous partageons fièrement avec nos partenaires, nos collaborateurs et l'ensemble de la région. Notre production de fertilisants locaux, a-t-il mentionné, une première dans l'Est de l'Amérique du Nord, nous permet de répondre concrètement à un besoin d'autonomie alimentaire pour le Québec. Nous sommes fiers d'être un nouveau maillon de la chaîne alimentaire québécoise et de contribuer à notre enrichissement collectif. M. Lemieux a poursuivi en mentionnant que, plus encore, l'arrivée imminente du chemin de fer Québec central ouvre de nouvelles perspectives prometteuses. Grâce à ce réseau ferroviaire, nous pourrons envisager l'exportation de nos produits
bien au-delà de nos frontières nord-américaines, renforçant ainsi notre rayonnement et notre position sur les marchés internationaux. À Baie-Saint-Paul, la transformation de la maison mère des Petites franciscaines de Marie en un véritable centre multiservice se poursuit et Félix Chouinard de TVCO nous invite à visiter cet imposant bâtiment qui accueille de plus en plus de travailleurs étrangers. Un bâtiment patrimonial devenu propriété municipale. Un projet d'espace bleu qui tombe à l'eau et un bilan de santé qui coûtera 175 000 $ de fonds publics. Maison Mère fait beaucoup parler d'elle depuis son acquisition par la ville de Baie-Saint-Paul il y a 8 ans. Josette Tremblay, directrice générale de l'organisme en charge de l'ancien couvent, s'est assise avec nous pour discuter de ce qui se passe actuellement à Maison Mère, en plus de nous offrir une visite exclusive des différents pavillons. Josette Tremblay, bonjour. Bonjour, bonjour, cher Félix. On se rencontre aujourd'hui pour parler de Maison Mère. Ben oui! Comment ça se porte, Maison Mère? Parce que là, la Ville a annoncé récemment faire une espèce d'audit pour 175 000 $ de Maison Mère pour faire une espèce de radiographie de comment ça se passe, Maison Mère. Comment ça se passe? Alors, il y a le Maison Mère physique, c'est-à-dire les bâtiments, puis il y a le Maison Mère chaleureux, humain, c'est-à-dire qu'est-ce qui se passe à l'intérieur du bâtiment. Fait que la Ville, je pense que c'était important puisque les bâtiments lui appartiennent et qu'ils ne sont pas encore complètement, je dirais, dans leur fonction d'usage maximale, bien, de faire ce qu'on appelle un bilan de santé du bâtiment. Donc, à la fois pour bien planifier sur les années, qu'est-ce qu'il y aurait à améliorer ou à réparer. Comme vois-tu, cette année, on a dû mettre des sous pour les toits, parce que là, c'était important là, de s'assurer que les toits sont corrects, conformes, qu'il n'y ait pas d'écoulement nulle part, puis qu'on n'ait pas de mauvaises surprises. Donc, un bilan de santé du bâtiment. Et il y a aussi tout le travail qu'on fait avec les spécialistes, les employés de la Ville, sur, à l'intérieur du bâtiment, quels pourraient être les usages des blocs qui ne sont pas complètement utilisés dans leur entièreté. Comment on peut regarder ça avec un bâtiment qui a des années de construction très, très différentes, avec des normes du bâtiment qui n'étaient pas les mêmes, tu sais, je sais pas, en 1912 ou en 1950, et aujourd'hui. Donc, aujourd'hui, Maison Mère, au niveau du bâtiment, bien, elle doit répondre aux normes de la RBQ, Régie du bâtiment. Donc, c'est pour ça que c'est important de voir quelles seront les futures vocations les différents usages dans les blocs qui sont pas utilisés complètement. Il y a des secteurs, des sections de Maison Mère qui ne sont pas utilisées. Il y avait le projet d'espace bleu qui a finalement été abandonné. Qu'est-ce qui se passe avec ça? Bon, alors l'espace bleu, on ne fera pas l'histoire. Les gens pourront aller lire. Là, le gouvernement avait des grands projets de développement historique dans les régions. Pour ce qui est du B.A.B.A., là, moi, je ne suis pas au fait avec la Ville, avec le gouvernement, mais tout ce que j'ai su, moi, c'est qu'on a récupéré le bloc 6, qui est le bloc qui est le plus à l'est. Bon, mais maintenant, qu'est-ce qu'on va faire avec cette vocation-là? On a eu la possibilité de regarder pour l'hébergement, parce qu'on a quand même un partenaire important avec le Club Med, avec lequel on a re-signé, d'ailleurs, je suis très fière, un beau 3 ans avec eux. Donc, on doit loger leurs travailleurs. Il y a une bonne partie quand même de Maison Mère qui est dédiée à du logement pour travailleurs. Est-ce que tu penses que Maison Mère peut avoir un rôle à jouer dans la pénurie de logements dans la région? Et c'est une discussion que j'ai, je pense, depuis que je me suis assise sur la chaise de la direction. Premièrement, j'ai une préoccupation personnelle de ça. On manque de main-d'œuvre. Qu'est-ce que tu veux? Au Québec, on est une population vieillissante, donc on a besoin de main-d'œuvre. Il y a des gens qui veulent venir vivre cette expérience-là. C'est pour ça que nous, par exemple, avec le Club Med, on a vraiment mis l'emphase sur un milieu de vie, puis le milieu de vie, on l'a élargi aux locataires aussi. Tout ça pour te dire qu'on est très préoccupés. La Ville est préoccupée elle-même aussi. Et on a ce regard-là. Comment on pourrait éventuellement...
Par exemple, j'ai un bloc qui est le bloc 4, qui fait partie des blocs qui ne sont pas ouverts au public, là, mais qui était autrefois vraiment un bloc où c'était les chambres des religieuses. Bon. Alors, il y a des chambres déjà, là, c'est pas la question. La question avec la régie du bâtiment, c'est tout n'est pas aux normes. Donc, je ne peux pas coucher des gens présentement là-dedans. Donc, il y aurait à regarder. Puis la préoccupation est là, je te dirais, très, très forte. La difficulté avec ce genre de bâtiment-là, qui en est toujours une avec les bâtiments patrimoniaux, c'est le coût des rénovations. Ça coûte cher rénover ce genre de bâtiment-là. On l'a eu avec l'INRS qui, certes, pour l'instant, est installé dans Maison-Mère, mais a préféré se faire construire un nouveau bâtiment plutôt que d'investir dans les rénovations d'un pavillon. C'est un obstacle, j'imagine, au développement, ça. Oui, c'est clair, Félix, je te cacherai pas que la particularité, c'est un bâtiment patrimonial, donc il y a des choses qu'on souhaite qu'il demeure comme signature. Tu sais, par exemple, ici, on est dans la salle de lecture. Bien, les belles armoires que vous voyez, bibliothèque, tu sais, ça serait dommage de se dire, OK, on enlève tout ça, puis tu sais, que le bâtiment devienne avec moins d'esprit, tu sais, de signature particulière. On est dans une phase où toute l'énergie, puis le travail qui a été fait par les directeurs précédents, bien là, commence à porter fruit. Et puis, en prenant des bonnes décisions de qu'est-ce qu'on va faire dans les bâtiments, ça va rapporter des sous qui vont retourner, bien sûr, à la ville, puis qui va faire en sorte que Maison-Mère va devenir plus autonome aussi financièrement, va pouvoir gérer les projets, continuer à faire des choses, mais à offrir à la population des services aussi. Il faut le voir aussi comme ça. Bien, merci beaucoup. Alors, on part à faire notre petite visite? On part à l'aventure. Fait que tu vois, on a réaménagé ici le corridor pour mettre en évidence tous les secteurs où ont œuvré les petites franciscaines de Marie. Parce que quand les gens rentraient dans le bâtiment, ils disaient « Mais c'est quoi ce bâtiment-là? » tu sais? Ouais. Fait qu'on a voulu donner cette espèce de signature-là, se remémorer, en fin de compte, les grands volets dans lesquels elles ont œuvré, qui sont l'enseignement, les soins, la pastorale, la musique, puis bien sûr l'œuvre de Madagascar, puisqu'elles sont installées là-bas. Mm-hmm. Donc, tu vois, c'est facile d'accès. Les gens qui rentrent par l'entrée principale ou par la porte 14, qui est la porte du côté ouest. Donc, ce qui est intéressant, comme tu vois, dans cette salle-là, c'est que ça fait un beau petit milieu de vie. Il peut y avoir jusqu'à 40 personnes. Là, on veut un petit peu améliorer encore. On veut ajouter un frigo pour que les gens puissent avoir une collation. Il y a un petit coin où ils peuvent s'asseoir pour jaser. Ça, c'est également une salle qui est disponible à la location. Oui. Ça, comme la salle de lecture. Oui, comme la salle de lecture qu'on appelle la salle des archives. C'est quoi le taux d'occupation? Est-ce que c'est tout le temps loué ou à l'inverse, c'est tout le temps vide? Cette année, on n'a pas fait de pub officielle, comme je te disais. Donc, on a eu quand même un bon niveau de location, mais ça nous a permis de voir les besoins. Les gens disaient « Ah, il manque telle chose, peut-être ça serait bien qu'il y ait telle affaire. » Donc là, on a bonifié les salles. On les a aussi décorées et aménagées parce que je trouvais ça important que les gens sentent que c'est chaleureux aussi, Maison-Mère, puis qu'on a notre signature. On va passer dans les catacombes. En primeur. Oui. Donc, là, je vous amène dans le salon, cuisine, lounge qu'on a créé comme milieu de vie pour l'hébergement des travailleurs du Club Med. Fait qu'ils ont leur petit coin où ils peuvent regarder ici cinéma maison, ils peuvent échanger, ils peuvent manger. Donc, l'idée, c'est de rendre ça convivial, de rendre ça agréable, puis de faire un petit clin d'œil à leur culture à eux. Donc, on est allé dans les couleurs. Allô? Que ceux qui logent dans le bloc 5 et une partie du bloc 6, c'est leur cuisine commune, c'est leur lieu commun.
Ils ont quand même sur les étages des petits coins cuisinettes déjeuner, mais tu sais, s'ils veulent échanger, s'ils veulent se voir, c'est plus ici là, que ça va se faire. Donc voilà, ils vont passer à la postérité. Ça sent bon, ça sent bon. Oui. Donc tu vois, c'est toute l'installation d'avoir des frigos, un certain nombre de frigos. Allô? Ça va être bon? Omelette? Je vais préparer. Oh, Queso? omelette. Tomate? Tomate, oui. Ça va être bon? Merci. Là, on est comme en ligne droite avec l'entrée principale. Alors, quand les gens viennent dans la grande salle, qui n'ont pas de difficulté à se déplacer, bien, ils rentrent par l'entrée principale, puis là, ils se dirigent ici vers la grande salle. Moi, je trouve que c'est un lieu exceptionnel. Autrefois, c'était la salle de réception des religieuses. On a fait beaucoup de parties d'employés, de réunions d'employés. Les sœurs s'en servaient pour elles aussi. Donc, tu vois un peu les capacités de salle. Là, on est vraiment capable de mettre 225, 230 personnes assis sur des chaises. Il y a une scène, donc on a un écran. Derrière, il y a une loge, il y a une toilette. Il y a tout ce qu'il faut aussi pour les gens. On a accueilli d'ailleurs des spectacles. C'est ici qu'on fait nos spectacles, je dirais, thématiques et inclusifs. Pour que la communauté mexicaine, qui sont nos chambreurs, puisse rencontrer la communauté de Charlevoix. Il reste encore des petits bouts à arranger. Il y avait, j'ai eu certaines normes qu'il fallait que je respecte au niveau du service incendie sécurité. Donc, voilà. Puis, à partir du mois de janvier, ça va être une salle qui va être bien annoncée avec les tarifs abordables, là, très intéressants pour les gens, pour la louer. Donc, c'est ça. Dans l'ancienne infirmerie, il y avait déjà 60 chambres. Allô? C'était la cuisine. Moi, je me souviens du comptoir chaud quand les employés montaient les plateaux pour la nourriture pour les religieuses. La bouffe se faisait ici. Ici, le bloc était déjà 100% conforme aux normes de la RBQ. Hein? Donc, ce qu'il a fallu, c'est être créatif. Ici, autrefois, c'était l'immense lave-vaisselle. Donc, vois-tu, on a créé un coin cuisinette. Les cuisinières, tu sais, je veux dire, ça ressemble à ce que c'était à peu près 75%, là, finalement. Les comptoirs n'ont pas changé où tu as les lavabos, les cuisinières étaient là. Ici, au lieu du comptoir chaud de service, bien, c'est rendu une place où ils peuvent s'asseoir pour manger. Il faut aussi permettre aux gens d'avoir leur propre coin à eux pour mettre leur nourriture sèche et tout ça. Donc, tu sais, c'est toute la gestion de ça. Puis là, bien, ici, comme tu peux voir, on a fait un petit coin... qu'on a rendu plus cosy un peu. Avec ça, c'est tous des travaux qu'on a fait à l'interne à Maison-Mère avec nos merveilleux menuisiers. Donc ça, c'est un peu comme à Maison-Mère, notre salle un peu multifonctionnelle. Vous voyez on veut qu'ils s'entretiennent, qu'ils soient en forme. Autrefois, c'était la chapelle, ici. Puis il y a possibilité, tu vois, de vraiment, là, ceux qui voudraient regarder un film, peut-être plus tranquille, ils peuvent fermer les cloisons. Donc, même chose aussi, on a réaménagé ça un petit peu avec Marjolaine pour rendre ça plus convivial. On a des gens qui nous ont donné, tu vois, un truc de foot. Donc, il y a des choses, puis tout l'ensemble des travaux ont été faits à l'interne par Maison-Mère. Bien, Josette, merci beaucoup pour cette belle visite. Ça m'a fait plaisir de vous recevoir et j'invite les gens à venir à Maison-Mère sur le terrain, marcher, profiter des beaux espaces, profiter aussi des services qu'il y a à l'intérieur. Ne gênez-vous pas, venez à l'accueil, le personnel va vous accueillir. Merci beaucoup pour l'invitation. Ça m'a fait plaisir de parler de
de ce bel et bel endroit et merveilleux endroit qui est Maison-Mère. Est-ce qu'il y a des choses auxquelles on peut s'attendre là, d'ici les prochains mois de nouveau à Maison-Mère? Bien, il va y avoir la phase 2 de l'entrée du jardin de François. Ça va brasser sur le terrain. On essaie aussi de revoir tout l'affichage extérieur et intérieur pour que ça soit plus facile pour les gens de se resituer. Et puis, on va avoir de plus en plus d'activités en conjointement faites avec la ville là, sur le terrain. Bien, merci beaucoup, Josette, puis à une prochaine. Merci. Le programme pan-québécois Circonflexe s'implante dans le Bas-Saint-Laurent et Carl Blanchette de la télévision de la Matapédia discute des objectifs poursuivis par cette initiative avec Alexandre Fortin, agent de prévention et de promotion des saines habitudes de vie. Bonjour Alexandre, merci vraiment beaucoup d'être avec nous. Tu viens de nous parler de Circonflexe. Absolument. J'aimerais ça savoir en premier mot, c'est quoi Circonflexe? Prêt à bouger, de où que ça vient ça? Circonflexe, en fait, c'est une démarche qui est pan-québécoise, dans le fond, à l'échelle nationale, qui est partie du gouvernement du Québec et qui est chapeautée par tous les URLS, là, l'unité de réseau loisirs et sports là, de chaque région du Québec. Donc, chaque URLS de chaque région vient chapeauter Circonflexe pour le déployer dans leur propre région et font affaire avec les acteurs du milieu pour venir implanter ce projet-là, cette démarche-là, en fait, Okay. on va l'appeler une démarche, à travers toutes les MRC du Bas-Saint-Laurent. OK. Mais je pense qu'il y avait un autre projet juste avant qui avait un autre nom, Défi... Défi à la vallée. Défi Défi à la vallée, en fait, ouais. c'est un comité qui existe, qui est vraiment pour la vallée, là, pour la Matapédia, qui existe depuis vraiment plusieurs années, là, qui est composé, entre autres, de plusieurs ressources en loisirs. De Cosmos est là-dedans, sans les oublier. Il y a aussi les agents territoriaux... de développement territoriaux, pardon, de la MRC. Puis, dans ce comité-là, ben en fait, il y a moi aussi. Dans ce comité-là, on vient parler beaucoup de comment augmenter le niveau d'activité physique, comment trouver le plaisir de bouger chez les jeunes, ben, les jeunes et les moins jeunes dans la vallée. Et dans le fond, ce comité-là travaille déjà depuis quelques années dans ce sens-là. Il y a certaines actions qui sont faites, dont les gratuités qui existent déjà, là, qui est déjà des gratuités de Cosmos dans la vallée qui sont... Okay. Qui sont partout sur le territoire. C'est un peu comme un avant-circonflexe, il y avait ça. Oui, c'est ça, Puis exactement. là, le circonflexe s'est implanté qui, dans le fond, reprend la relève de défier la valeur Ben, il prend pas la relève, il cohabite, on va dire. C'est comme en parallèle. Là, C'est ça, parce que les les gratuités qui existaient déjà, qui sont dans toutes les municipalités, toutes les sites de pratique, on va dire, ben, il existe encore. Le matériel qui est là, est encore là, puis est encore bon, est encore prêté. C'est juste que Circonflexe, ben, c'était une démarche qui est partie du national, puis qui vient un peu agrémenter un peu cet objectif-là, finalement, d'avoir l'équipement gratuit. Là. OK. Puis là, ça, c'est gratuit. Est-ce que c'est ouvert quand même à tout le monde? Faut être absolument habiter la vallée de la Matapédia? Ou... Non, du tout. En fait, Circonflexe, le but de cette démarche-là, c'est de pouvoir initier les gens à des loisirs sportifs, que ce soit de sport ou de plein air. Puis le but, c'est que ce soit gratuit à 100% parce que tout ce qui est... tout ce qui est des frais, là, il y a toujours des contraintes financières reliées avec la pratique d'activité physique. Des gens vont dire « j'aimerais ça, mettons, essayer un fat bike » ou peu importe. Ouais. Mais, tu sais, je ne vais pas m'en acheter un pour pouvoir savoir si j'aime ça ou pas. S'il y en a un qui existait gratuitement, j'irais l'essayer, mais puis là, ça répond un peu à ce besoin-là d'accessibilité de l'équipement, là, finalement. Oui. C'est pas. Puis là, si on veut on veut emprunter un équipement, on va où? On cogne à quelle porte? Comment ça fonctionne? Faut-tu réserver aussi? Ou... là, en fait, le Circonflexe, le but de tout ça, c'est d'avoir un peu une plateforme de réservation qui pourrait se faire en ligne. Pour le moment, ce qui est déployé, je vous dirais que c'est beaucoup directement par téléphone ou directement sur un site de pratique quand on veut en louer un. Pour savoir
quels sont les sites de pratique et qu'est-ce qui se trouve sur chaque site, parce qu'il y a bien beau savoir qu'il y a de l'équipement à la Maison des familles, pour dire n'importe quoi. Mais c'est quoi qu'il y a là? Est-ce que je pourrais trouver mon compte en termes d'équipement? Donc, il y a le site circonflex.ca où il y a un onglet qui s'appelle « Prêt pour bouger », où on voit une carte interactive là, de tout le Québec. OK. Puis on peut voir tous les points de service au Québec qui sont présentement. Puis en allant visiter le point de service, on trouve l'équipement, on trouve les équipements qui sont disponibles. Donc il y a cette façon-là. Il y a aussi, là, bien entendu, les infographies que Cosmos partage, parce que Cosmos partage aussi leurs infographies en lien avec les gratuités qui étaient déjà là avant Circonflex. Mais là aussi, on a nos gratuités Circonflex là, qui fait partie de ce projet-là, qui sont disponibles comme ça. Donc on est capable d'aller sur le site de Cosmos, sur le site Circonflex, puis on est capable de trouver à peu près n'importe où. Là. Parfait. Fait que ça veut dire que même si, mettons, on part en vacances, on s'en va en Estrie, je dis n'importe quoi. Je suis même pas sûr que je pourrais pointer l'Estrie sur une carte, là. Je connais pas beaucoup l'ouest du Québec. Mais, tu sais, on s'en va là-bas. Bon, on est en vacances là une semaine. Ah, j'aimerais ça peut-être faire un sport pendant une journée sportive. On peut aller sur le site de Circonflex et emprunter quelque chose de là-bas directement, j'imagine. Ben oui, absolument. Dans le fond, c'est vraiment à la grandeur du Québec. Comme tu dis, si tu veux aller en Estrie, tu vas sur le site, prêt pour bouger, il y a la map, tu t'en vas vers l'Estrie. Puis là, tu vas voir sur les points directement, il y a les adresses et tout ça. Là. Tu vas voir à peu près tous les points de service qui sont là. Et puis, tu cliques dessus, tu checks c'est quoi que tu as besoin, puis tu vas... soit que tu appelles, soit que tu réserves en ligne, ça dépend, c'est mentionné sur le site. Super. Fait comme ça, on va sur le site de Circonflex, puis on s'informe de... Où est-ce qu'il y a des points de service? Y a-tu pas mal tout le temps la liste d'équipements aussi disponible? Oui, la liste d'équipements est pas mal toujours disponible et mis à jour en temps réel le plus possible. Là. OK, parfait. Mais c'est ça, oui, exact. C'est super, ben merci beaucoup. Ben, ça fait plaisir. Depuis 14 ans, la saucette à percer permet à des courageux nageurs de se saucer au profit de l'opération Enfant Soleil. Et cette année, grâce à une chaise roulante de plage, une première personne ayant des capacités physiques réduites fera partie des courageux baigneurs le 13 décembre prochain. Simon Thériault, de Télévague. Salut Nancy. Salut. Nancy, j'étais sur mon fil Facebook ce matin, puis je naviguais, je regardais, je cherchais des sujets, puis j'ai tombé sur quelque chose qui m'a vraiment intéressé. C'était à propos de toi, que tu serais la première personne à mobilité réduite, oui, c'est ça, qui irait faire la saucette de percée. Oui, effectivement. Comment ça a commencé? Bien, en fait, c'est la 14e édition cette année, puis ça fait plusieurs années que je vois cet événement-là passer, puis je trouve donc bien ça le fun. Je regarde les photos, puis les gens ont l'air d'être tellement motivés, puis tellement satisfaits après avoir réalisé ça. Puis, je me disais, mon Dieu, que c'est quelque chose que j'aimerais faire. Ça faisait vraiment plusieurs années que j'y pensais, mais en étant en situation de handicap, c'est pas évident, là. Donc, cette année, il y a quelqu'un qui m'a approché, une amie de Gaspé, puis elle m'a dit qu'il y avait un équipement qui était disponible, donc qui pourrait me permettre de participer à la saucette. Et là, j'étais vraiment heureuse. Toi, t'en avais parlé beaucoup dans ton entourage, que hey, moi, j'aimerais ça, vivre cette expérience-là. Ben oui, j'en parlais, oui, c'est ça. Puis je me disais, comment on pourrait faire ça, là? Puis tranquillement, je voyais que pour plusieurs sports ou plusieurs activités, il y a de plus en plus d'équipements qui se développent là, pour les personnes à mobilité réduite. Puis je me disais, bien, il doit bien exister quelque chose quelque part. Puis finalement, oui, c'est un fauteuil roulant de plage, donc qui est vraiment adapté pour aller dans des endroits où est-ce qu'un fauteuil roulant ordinaire pourrait pas. C'est vraiment muni de grosses roues. Puis les accoudoirs, ce sont des flotteurs. Okay. Donc, quand on entre dans l'eau, la personne, le fauteuil va comme s'incliner, puis la personne va flotter. Donc, c'est quelque chose qui peut s'utiliser dans des parcs aquatiques, des piscines, à la rivière. On peut avoir un accès à peu près partout dans le sable. Là, Donc là, on m'a proposé cette année de participer. Puis là, ben moi, étant une personne qui adore ce genre de défis-là, j'ai accepté tout de suite. T'as pas peur de te mouiller, t'as pas peur de l'eau froide? Ah non. C'est un beau défi, je pense.
Oui. Oui. Puis, c'est ça, est-ce que tu vas être accompagné par quelqu'un pour t'aider avec le fauteuil? Oui. Oui, en fait, ce fauteuil-là doit toujours être utilisé de façon sécuritaire avec une personne, disons, valide, là, si on peut dire, pour être capable de manœuvrer. Donc, idéalement, c'est 2 personnes. Mais là, à date, j'ai une personne qui vient avec moi, dont je suis sûre, c'est Isabelle Martin. Okay. Qui travaille à l'Association des personnes handicapées de Gaspé. D'ailleurs, c'est cette association-là qui ont trouvé les sous pour pouvoir faire en sorte que la ville de Percé puisse acquérir l'équipement. Donc, l'équipement est géré par la ville de Percé. Je pense que c'est à la plage de Coin-du-Banc où est-ce qu'on peut l'utiliser. Donc, mais cette année, il est vraiment disponible là, pour la saucette. Okay. C'est ça, là, tu vas être avec tout le monde, tu vas le faire en même temps que tout le monde. Ah, c'est vraiment spécial. Puis ça, les gens qui font la saucette, ils ramassent des fonds. Donc, oui, toi, tu as ta page, comment qu'on peut te rejoindre? Oui, bien en fait, moi, le plus facile, c'est sur ma page Facebook. Donc, ma campagne est là. Présentement, je pense que mon objectif à moi, c'est un 500 $. Donc, c'est ça, les gens peuvent contribuer de cette façon-là. Tout simplement, juste partager puis faire en sorte un peu là, que les gens sachent que ça existe, parce que ça peut peut-être apporter d'autres personnes à vouloir participer. Bien, en tout cas, moi, j'encourage les gens à t'encourager. C'est quand même pour une bonne cause aussi, Opération Enfant Soleil. Vraiment. Puis, c'est une belle activité, un bel événement. Ça apporte beaucoup de monde. Puis, je pense que ça vaut la peine de se déplacer pour aller te voir, toi, performer avec ton super fauteuil. Oui, ça va être quelque chose, je pense. Ça va être le fun. Super, Nancy. Merci. Comment l'intelligence artistique et la sensibilité créative peuvent-elles bénéficier des avancées de l'intelligence artificielle? C'est la question que se sont posées les participants à la 8e édition du maillage numérique à laquelle a assisté Chantal Bédard de CSur.tv. Le 20 novembre dernier s'est déroulé à la cathédrale Saint-Jean l'Évangéliste à Saint-Jean-sur-le-Richelieu la 8e édition du maillage numérique sous le thème « L'intelligence artistique ». L'événement a réuni plus de 75 participants issus des milieux municipaux, touristiques, culturels, numériques et créatifs venus réfléchir à la manière dont la sensibilité artistique peut guider l'usage des technologies à l'ère de l'intelligence artificielle. C'est sur la télé, était présent. Un bel événement aujourd'hui, maillage numérique, c'est la 8e édition. Parlez-moi un peu du thème cette année. Oui, le thème de la 8e édition, c'est intelligence artistique avec un grand I et avec un grand A. Ça sous-entend IA. Donc, on va vraiment parler de l'intelligence collective, de l'intelligence humaine et de la sensibilité artistique, en fait, dans l'usage des technologies dans l'art. Donc nous, on veut absolument faire comprendre aux gens que l'intelligence artificielle, c'est une continuité de l'être humain, que c'est nous qui choisissons quand utiliser l'IA ou pas, et que jamais l'IA prend le dessus sur nous. Quand vous utilisez un marteau, en général, vous vous plaignez pas que le marteau vous écrase le doigt, c'est juste que vous êtes malhabile. L'IA, c'est exactement pareil. Si vous utilisez mal l'IA, parce que vous avez une culture qui manquerait, par exemple, à ce moment-là, c'est à vous de vous regarder dans le miroir, plus que de dire l'IA fait mal les choses. C'est un plaisir de vous accueillir à la cathédrale Saint-Jean l'Évangéliste, qui célébrera sous peu son 200e anniversaire. Un événement très positif. Vous êtes les hôtes du maillage de la 8e édition cette année. Pourquoi cet élan? Bien, écoutez, Culture Montérégie, on collabore avec eux depuis quand même assez longtemps. Donc, quand ils nous ont ouvert cette porte-là, on a fait « Oh mon Dieu, oui, quelle belle occasion de recevoir les gens à la cathédrale. » On a nos bureaux ici, mais c'est aussi notre lieu de présentation. Donc, les gens peuvent voir qu'est-ce qu'on fait dans le lieu, parce qu'on va pouvoir présenter aussi un peu de notre travail. Et puis, après ça, ça fait découvrir la ville, ça fait découvrir les alentours et tout ça. Donc, ça vaut la peine pour la mise en valeur du travail de l'organisme hôte, mais après ça, c'est un beau souvenir qui va rester en lien avec tous les autres qui sont venus présenter leurs trucs ici dans le lieu. Bien, la Cargaison, on a ouvert en 2020, donc on fête notre 5e anniversaire. On est un organisme de création multidisciplinaire qui se spécialise en numérique, mais vraiment qui va toucher à toutes les disciplines. Puis en fait, on a plus de 80 membres artistes professionnels qui sont membres du collectif, puis notre but, c'est vraiment de mailler, en fait, entre les diverses disciplines.
Aujourd'hui, je vous présente Chenal, un projet... C'est intéressant d'avoir un ambassadeur de notre région qui se déplace un peu plus loin à Montérégie. Je suis allé à la rencontre de la gang, la joyeuse gang de la Cargaison, pour voir justement leur projet d'église, puis leur collectif aussi. Puis je pense que c'est important de se réseauter à l'extérieur de notre région parce que, dans le fond, on peut créer des maillages, des collaborations interrégions qui peuvent être vraiment intéressantes, qui alimentent finalement notre démarche artistique, mais aussi les projets qui se passent dans différentes municipalités au Québec. Là. Fait que, très, très inspirant. Merci. Pour souligner son 30e anniversaire, la Maison des Arts Saint-Faustin, à Mont-Blanc, propose une exposition autour du thème de « 30 ans, c'est quoi ?» Et Dean Brisson, de la télévision des Laurentides, pose justement cette question à Mme Danielle Perra, la présidente de la Maison des Arts. Nous sommes bientôt à 30 années d'existence de la Maison des Arts. 30 ans, c'est quand même preuve de succès. Preuve de succès, des gens qui ont cru à la Maison des Arts. C'est parti d'un petit groupe d'artistes en 1996 qui voulaient avoir un endroit pour se réunir, pour produire, et qui ont contacté la ville à ce moment-là, qui ont fait des demandes pour occuper le presbytère dans lequel on est maintenant. C'est l'ancien presbytère de l'église Saint-Faustin. Et avec les années, ça n'a jamais lâché. Il y a eu on a eu 11 présidents quand même au cours des années. Et c'est ça, l'an prochain, en 2026, on va fêter adéquatement, parce qu'on n'a pas pu fêter notre 25e adéquatement. On était pendant la pandémie, donc là, on va fêter adéquatement notre 30e. On a pensé à une programmation l'an prochain qui va souligner les 30 ans de la Maison des Arts. Ça commence par notre première exposition où on lance la thématique 30 ans, c'est quoi? C'est quoi pour vous? C'est quoi dans votre vie? C'est quoi dans la vie de la Maison des Arts? Et là, on est allé contacter aussi d'anciens artistes qui ne produisent plus ou peu à venir exposer. Et des artistes plus jeunes, pour qui, qu'est-ce que ça veut dire 1996, 30 ans, qu'est-ce que ça veut dire pour vous? Il y en a qui ont dans nos artistes, il y en a qui ont 30 ans, donc qui sont nés quand la Maison des Arts prenait la naissance. Alors, c'est toutes ces festivités qu'on va lancer au mois de février par notre première exposition. Après ça, on a toute une programmation assez récurrente d'année en année. Il y a des expositions qu'on ne peut pas ne pas faire parce que les gens les demandent, comme l'exposition Dada qui va revenir comme à chaque année, où on exploite le dadaïsme, qui est un mouvement social, où on demande aux gens de poser un regard sur les faits d'actualité, les faits de l'année, et de poser un regard social sur ce qui s'est passé et de nous en créer une image, qu'elle soit 2D ou 3D. Par la suite, on a toujours notre concours. Le concours est un événement qui est couru par tout le monde. On occupe les 2 étages à ce moment-là. Souvent, on a occupé les 2 étages. Et la thématique, ça va être la fête, sous le thème de la fête, comment fêter cet événement-là. Et le concours est en 2 catégories, c'est-à-dire une œuvre 2D ou une œuvre 3D. Et dans la catégorie 2D, il y a le côté abstrait ou figuratif. Et on a des prix associés à ça, des prix par un jury. Et on a aussi des prix qui sont accordés par le public, des coups de cœur, où les gens votent à chaque fois qu'ils viennent, les gens votent pour leur coup de cœur. Ce qui attire au moins 700 à 800 personnes. On a déjà eu 900 personnes qui sont venues pendant le concours qui se fait durant l'été, dans les mois d'été, juin, juillet et début août.
Et par la suite, à l'automne, mais là, on revient avec... cette année, on revient avec sculpture et grand format. Et ça a toujours bien d'incidence près des artistes. Ils aiment beaucoup pouvoir avoir un endroit où on peut exposer une grande œuvre. Alors, l'an passé, on avait quand même une trentaine d'artistes qui ont exposé dans nos murs. Et on finit l'année avec vitrine d'artistes comme cette année. C'est notre première année où on a cette exposition que vous voyez, qui est vitrine d'artistes, où là, on a demandé à nos artistes de réunir plusieurs œuvres. Donc, on a une vingtaine d'artistes cette année qui exposent et on leur a loué plus qu'un mur, donc un espace alloué aux artistes pour exposer plusieurs œuvres. Le maximum qu'ils pouvaient exposer, c'était 10 œuvres. Donc, c'est pour ça qu'on en retrouve. Il y en a qui vont exposer 3-4 œuvres, puis il y en a d'autres qui vont aller jusqu'à leurs 10, dépendant de l'espace qu'ils ont reçu. C'est un peu, le vitrine d'artistes, c'est un peu ce qu'on fait à l'occasion durant l'année, à 2 moments durant l'année, où on appelle ça nos mini-solos. C'est-à-dire que les mini-solos, c'est l'étage supérieur, où là, un artiste a un espace et peut exposer plusieurs de ses œuvres. Donc, c'est 4 artistes maximum qui sont exposés au 2e étage, tandis que là, vitrine d'artistes, on a donné la chance à une vingtaine d'artistes d'exposer. Et on leur demande que ces œuvres qu'ils exposent pendant la vitrine d'artistes soient des œuvres accessibles, que les prix soient accessibles pour encourager l'achat par les visiteurs. Alors, cette année, on est très fiers. C'est notre première de cette façon-là. C'était quelque chose. Il y a quand même 125 œuvres qui sont exposées ici dans nos murs pendant le mois de novembre et décembre jusqu'à début janvier. À Plessisville, l'entreprise Écomacaque propose des sapins naturels qui se régénèrent grâce à la technique du trognage. Un reportage de Jacob Quetteville de la Télévision des Érables. Avec la période des fêtes qui approche, plusieurs familles cherchent à vivre une expérience magique, authentique et même éco-responsable. Chez Écomacaque, l'idée est simple, permettre aux visiteurs de se reconnecter avec la nature, de soutenir une production locale et d'offrir aux enfants une aventure magique qui va bien au-delà de la simple cueillette de sapins. Bien, c'est une entreprise en agroforesterie éco-responsable. En fait, ce que ça veut dire, c'est qu'on essaie que tout le monde soit content de la nature autant que les êtres humains, puis que ce soit une entreprise qui soit viable au niveau écologique, mais aussi économique. Le contact avec la nature, il y a plusieurs personnes qui n'ont pas cette chance-là. Nous, on est chanceux, on a eu accès à une terre comme celle-là, fait que ce qu'on veut faire en sorte que les familles puissent en profiter, venir avoir un beau contact nature. Puis Aventure de Noël, c'est un peu ça. C'est un parcours où est-ce que les gens sont amenés dans une forêt ancienne, premièrement pour un chercher-trouve du Père Noël. Après ça, évidemment, il y a la fameuse cueillette de sapins de Noël. Les gens peuvent venir chercher leur sapin ou s'ils n'ont pas de sapin, c'est pas grave, ils peuvent juste venir se promener, se balader, se prendre en photo, puis passer un beau moment avec l'odeur du sapin qui est comme toujours extraordinaire. Après ça, là, les gens continuent leur balade, puis ils vont sonner un clocher pour annoncer leur venue jusqu'au site de départ qui est ici. Alors, les gens sont attendus pour venir s'asseoir dans nos divans rouges velours, autour d'un feu avec un bon chocolat chaud ou notre spéciale tisane. Qui d'ailleurs, ça, c'est quelque chose qui est vraiment intéressant parce que ça a été fait, ça a été concocté, inventé par Aléa Café avec nos propres bourgeons printaniers de sapin. C'est très variable. Il y a des gens qui arrivent ici, prennent un sapin précoupé. En 5 minutes, leur expérience est faite. Puis ça, si on est pressé, c'est correct aussi. Mais il y a des gens qui passent une demi-journée, là. Ils amènent leur petit lunch, ils vont courir après les traces de lièvre parce que la manière dont on fait aussi la culture des sapins, ça permet que la nature puisse vivre dedans. C'est pas un champ, là. C'est vraiment une forêt où est-ce qu'il y a des traces de lièvre, des traces de perdrix, beaucoup de chevreuils qui est ici. Un des indicateurs, c'est qu'on entend beaucoup d'oiseaux. Fait que ça fait en sorte que la nature aussi a sa place. Notre spécialité, nous, ici, là, c'est des sapins qu'on dit naturels. Bon, il y a le sapin cultivé qui est taillé, qui est beaucoup d'intrants. Quand on parle d'intrants en agriculture, c'est des engrais chimiques, c'est des pesticides, c'est des herbicides. Et ça, on n'a pas ça ici. Nous, on ne croit pas tant à cette culture-là. Fait que ce qu'on a, c'est du sapin qui est naturel. Donc, pas taillé,
peu entretenu. Puis, ça donne des sapins qui sont moins touffus, mais qui sont beaucoup plus naturels. L'autre chose aussi, c'est qu'on a développé des techniques qu'on appelle une technique de trognage. Donc ça, on en a parlé un petit peu tout à l'heure. Puis les techniques de trognage, c'est une technique qui est assez ancienne. C'est pas nous qui l'avons inventée, mais on l'a appliquée aux sapins. Puis je connais pas personne qui fait ça, mais ça fonctionne. C'est-à-dire, qu'est-ce que c'est le trognage? C'est que tu coupes l'arbre à un certain endroit. Ça veut dire après la première couronne vivante, fait que tu lui laisses des branches vivantes, donc un petit peu plus haut. Ensuite de ça, c'est la période où est-ce qu'il faut les couper. C'est une période qui est, comme là, sont en dormance des arbres. Tu les coupes à ce moment-ci, ça a un bon effet au printemps. Les branches, en fait, deviennent les futurs arbres. Toute l'énergie est dans les racines, et au printemps, ça remonte et ça fait des nouveaux arbres. Donc, quand, par exemple, les gens nous disent « ben moi, je me sens un petit peu coupable de couper mon arbre de Noël pour l'avoir un mois dans la maison », ben ce sentiment de culpabilité-là, ici, on ne l'a pas. Parce que l'arbre est coupé, oui, mais il ressurgit, il renaît l'année suivante. Ici, on peut prendre en charge dans le sens où on peut même fournir le bûcheron, on a les instruments qui sont là. Il y a des gens qui arrivent ici, ils ont leur instrument, ils ont une petite scie, ils amènent leurs choses, leur traîneau, puis ils vont faire leurs choses. Mais on a aussi des traîneaux. Donc, la descente est intéressante aussi, mais remonter son sapin sur un traîneau, c'est aussi très agréable. C'est ça, il y a un niveau de prise en charge là, aussi qu'on peut faire, là, c'est-à-dire les scies. Au site d'accueil aussi, ben oui, on a des petites collations, on a de la musique, on a des places où est-ce que les gens peuvent se sentir très à l'aise là, de venir s'asseoir confortablement. Pour rendre l'expérience encore plus immersive, Ecomacaque propose également un parcours spécialement conçu pour les familles et les plus jeunes directement situés en forêt. Une façon de faire bouger les plus petits, de leur faire découvrir la nature tout en gardant bien vivante la magie de Noël. Ce concept permet aux visiteurs de découvrir une plus grande partie du site tout en les gardant attentifs lors de leur visite. Avec Aventure Noël, ce qu'on a, on a plusieurs activités, dont le cherche-et-trouve du Père Noël. Le Père Noël n'est pas là, il est passé, par exemple. Mais il est arrivé un accident au Père Noël, puis il a perdu plusieurs de ses choses sur lui, de ses accessoires. Et là, sont cachés, d'où le cherche-et-trouve, sont cachés dans la forêt ancienne. Et là, à ce moment-là, il faut essayer de trouver, pour aider le Père Noël, retrouver ses vêtements, ses accessoires. Donc ça, c'est la première étape. La deuxième, dans la forêt de sapin, on a une petite clairière où est-ce qu'on a aménagé un genre de dôme avec des balles de foin. Puis le conteur raconte une histoire sur la nature sur place. Puis il y a aussi une petite bibliothèque où est-ce que les gens peuvent avoir accès aux livres, à différents livres de contes. Les gens peuvent aller lire. Imaginez, vous êtes assis dans une forêt de sapins sur des balles de foin, puis vous faites la lecture d'un conte de Noël. C'est juste magique. L'autre activité, c'est le clocher. Donc, le clocher, on a bâti ça juste à la montée, ici, à la fin du parcours. Là, les gens peuvent entrer dedans. Il y a une vraie cloche d'église qui est installée dedans. C'est un très grand clocher qu'on a bâti. Puis, les gens vont sonner la cloche et pour annoncer leur venue jusqu'au site de départ et d'arrivée en même temps. Chaque élément de la journée, du parcours pour les enfants jusqu'aux installations présentes sur le terrain, a été pensé pour que les participants puissent profiter d'un moment simple et structuré en lien avec l'esprit du temps des fêtes. Alors, quels souvenirs les participants rapporteront-ils à la maison? Ce qu'on leur souhaite, c'est qu'ils viennent vivre une expérience ici, des souvenirs, qu'ils se bâtissent quelque chose autour de Noël qui fait du sens par rapport à l'environnement, la famille, par rapport à la nature, par rapport à vivre. Quand tu regardes ton sapin, par exemple, tu te dis « Hey, on est allé chercher chez Ecomacaque, on a vécu une belle expérience, puis on est à même de faire en sorte que ça a été une belle aventure qu'on puisse vivre ensemble à l'accueillir notre sapin. » Voilà ce qui conclut notre visite sur le site d'Ecomacaque dans le cadre de l'activité Aventure Noël. Au-delà de la tradition d'un sapin de Noël, ce projet se distingue par son engagement écologique. Ecomacaque se positionne comme l'un des sites les plus éco-responsables au pays. Une forêt gérée avec soin, des sapins cultivés sans pesticides ni engrais et des pratiques respectueuses de l'environnement. C'est une sortie qui permet aux familles de venir choisir leur sapin de Noël sur place, de profiter d'un parcours extérieur et d'installations conviviales, tout en participant à un modèle de consommation plus durable et responsable. L'événement offre ainsi un moment simple, en pleine nature qui mêle convivialité, respect de l'environnement et engagement local. Aventure de Noël, située sur le rang Petit 10 à Plessisville, clôturera ses activités le 14 décembre prochain. Encore une fois, merci à vous d'avoir été à l'écoute et on se dit à la prochaine pour un nouvel épisode d'Érable en bref. C'était Jacob Kenville à la TVC.
Dans le prochain reportage, Marc Després de la Télévision de la Métis demande à Vincent Dufour de la Régie intermunicipale de traitement des matières résiduelles des MRC de la Matapédia et de la Métis comment faire pour passer un Noël éco-responsable. Eh bien, Vincent Dufour, on est dans le temps des fêtes, et là, ou à l'approche du temps des fêtes, et à ce moment-là, il faut prendre certaines bonnes habitudes. Et qu'est-ce que la Régie intermunicipale de traitement des matières résiduelles des MRC de la Matapédia et de la Métis a de bon à nous suggérer? Bien, on sait, on l'a déjà dit, dans le temps des fêtes, c'est là où est-ce qu'on... Les fêtes, c'est une fête de la consommation, là. On sait, c'est le moment où on oublie les bons gestes et les bonnes habitudes et on consomme et on jette. Il faut quand même tout le temps garder ça à l'esprit, il faut éviter. Donc, tout d'abord, bien évidemment, avant, quand on fait l'arbre de Noël et tout ça, aller vers des choses qui sont durables. Donc, d'aller vers, par exemple, des lumières Odell, d'aller vers des décorations qu'on va pouvoir réutiliser à chaque année. Je sais qu'on aime beaucoup ça, avoir des petits confettis, des petits ça, mais qu'après ça, à la fin, on ramasse ça, puis c'est difficilement réutilisable l'année suivante. Donc, aller vers des décorations que vous allez pouvoir utiliser à chaque année. Ensuite de ça, bien, quand vous allez faire des cadeaux, vous n'êtes pas obligé d'aller vers des gros cadeaux matériels. Je sais que c'est très tentant, puis je sais qu'on se fait beaucoup pousser ça dans les médias, mais on peut aller vers des billets de spectacle, on peut aller vers des services, des massages, des autres choses comme ça. On peut aller plutôt vers des moments à passer en famille. Donc, de regarder vers des choses qui ne sont pas qui ne sont pas nécessairement tangibles, qui ne sont pas des objets. Surtout quand des fois, c'est des objets que, j'en avais pas besoin, tu sais, puis là, mais c'est une cochonnerie de plus dans la maison, que finalement, tu vas stocker sur une tablette, puis que dans quelques années, tu vas faire une vente de garage ou tu vas t'en débarrasser. Ou l'amener à l'éco-centre. Ou l'amener à l'éco-centre. Fait que ça, on peut éviter ça. Si quand même on veut faire un cadeau, on recommande d'aller vers des emballages réutilisables, des sacs, par exemple. Je sais beaucoup de gens qui ont les mêmes sacs qu'ils utilisent à chaque année puis qui se donnent à chaque année. Là. Donc, on a beaucoup d'enfants dans mes amis. On va dire les sacs qui ont fait beaucoup de fêtes d'enfants. Donc, c'est la même chose à Noël. Les sacs, ils se promènent. Ils se promènent énormément. Donc on a même un garde-robe rempli de sacs. Puis, un moment donné, c'est ça. Quand c'est le temps des fêtes, on les remplit. Puis, notre stock diminue d'un côté avant les fêtes, mais après ça, il remonte aux fêtes parce que là, on reçoit des cadeaux. Donc, ça reste quand même d'aller vers le réutilisable et d'éviter surtout d'éviter les emballages qui ne sont pas recyclables. Et c'est là, souvent, on aime ça aller vers le beau, le métallique, le bel appliqué métallique et tout ça, mais ça, c'est pas recyclable. Et là, ce que ça crée, c'est que là, lorsqu'on déballe les cadeaux, ça va automatiquement à la poubelle parce qu'on ne peut pas l'envoyer au bac bleu. Et c'est là que ça m'amène à mon autre conseil, quand vous déballez les cadeaux, un bac bleu. Pour les emballages qui sont recyclables, mais aussi des fois, on a des enfants, par exemple, qui ouvrent un paquet cadeau, puis là, il y a une boîte de carton, mais la boîte de carton peut aller immédiatement dans le recyclage, au lieu que c'est sûr que s'il y a un sac à poubelle, le premier réflexe qu'on a, sac à poubelle. S'il y a un bac à recyclage, le premier réflexe qu'on a, c'est bac à recyclage. De conserver ses bonnes habitudes, évidemment, la journée même de Noël. Sinon également, on fête avec des gens. Mm-hmm. On mange. Donc, Et on a tendance à manger beaucoup. On a tendance à manger beaucoup et on a tendance à cuisiner beaucoup. D'un, quand on cuisine, avoir le bac-brun à proximité, évidemment, quand on coupe les légumes et autres, d'avoir un bac-brun pour les retailles de résidus de cuisine. Mais également de planifier le repas en fonction de ne pas en avoir trop à la fin, ou au moins, si on en a trop, de savoir déjà qu'on va en donner. De savoir déjà qu'on en a assez pour qu'on a des plats et autres. Et sinon, avoir le bac-brun, évidemment, parce que c'est pas parce que c'est Noël que le bac-brun n'existe pas. Donc, s'il y a des gens dans votre famille qui n'utilisent pas le bac-brun, peut-être c'est un bon moment pour les initier, parce que le geste simple de vider son assiette dans la poubelle, vider son assiette dans le bac-brun, c'est le même geste. C'est exactement la même chose. Donc, peut-être c'est là que vous allez initier des gens. Également, vaisselle lavable. On oublie ça. On va vers la vaisselle lavable plutôt. On oublie la vaisselle jetable. Donc, je sais qu'il y a des gens qui vont dire « Ouais, mais je prends des assiettes en carton, donc je peux le mettre au compost. » Oui, c'est bon. C'est mieux qu'un assiette en styromousse, mais c'est encore mieux de la vaisselle lavable. Après ça, on peut faire la vaisselle en famille ou autre, mais c'est mieux d'aller, encore une fois, la hiérarchie des 3 R, qu'on vous dit souvent. Réduction à la source, réutilisation, recyclage. Donc, réduction à la source, réutilisation passe avant le recyclage. Donc, c'est mieux d'aller vers des assiettes lavables, vers de la vaisselle lavable que vers de la vaisselle, même si elle est compostable. Mais tout ça est mieux quand même que la vaisselle jetable. Et aussi, la grande question, arbre naturel ou arbre artificiel, dans le sens que celui-ci, on peut l'utiliser plusieurs années. Oui, il y avait eu des analyses qui avaient été faites, savoir
En fait, il disait que quelque chose qu'après 20 ans, si je me souviens bien, là, un arbre artificiel devient plus avantageux qu'un arbre naturel. Puis beaucoup de gens, en fait, vont utiliser leur arbre artificiel par plus de 20 ans. En fait, il y a des gens que ça fait des années, parce qu'en bout de ligne, l'arbre, on le monte, puis on le démonte, puis on le serre. Fait que c'est rare qu'il magane énormément, à moins d'avoir des chats bien tannants. Donc, on recommande quand même d'aller vers l'artificiel, mais vers quelque chose de durable, que vous allez utiliser sur beaucoup d'années. Donc, on se souhaite que les gens vont poursuivre les bonnes habitudes? Oui, effectivement. Puis, on souhaite un joyeux temps des fêtes à tout le monde. Et à ce moment-là, l'éco-centre, est-ce qu'il demeure ouvert? Évidemment, les employés vont prendre un petit congé pour les fêtes. L'éco-centre est de toute façon fermé les samedis et dimanches. Ben voilà, exactement. Merci beaucoup. Merci. Aubert Tremblay de CJSR nous présente un reportage sous forme d'hommage posthume à Richard Chaillé, qui personnifiait depuis 50 ans le Père Noël à Cap-Santé. Cap-Santé a perdu son Père Noël. Il avait 90 ans. Ces bonbons qu'il distribuait gratuitement, il les finançait à même la vente d'objets hétéroclites qu'il vendait dans une sorte de bazar en été. Ça fait 50 ans que je fais ça, le Père Noël. Mais ici, dans le village, depuis 2003. Il a grandi dans cette maison, mais il l'a quitté jeune pour entrer dans l'armée comme cuisinier. J'ai commencé avec l'aviation, j'ai été avec la marine et j'ai terminé avec l'armée de terre. Merci beaucoup. Bienvenue. L'armée canadienne était d'ailleurs bien présente à ses funérailles. Nous remettons les médailles de l'adjudant-chef Chaillé, médailles qui témoignent ses nombreux sacrifices, son courage et son excellent service au sein des Forces armées canadiennes et de l'ONU. C'est sa petite fille Catherine qui s'est chargée de vider la maison. Moi, je viens d'Ottawa, mais je suis née originalement à Montréal. Fait que j'ai vécu avec lui les 3-4 premières années de ma vie avec lui, ma grand-mère puis ma mère. On a vécu à Saint-Hubert ensemble, puis toute ma vie jusqu'à 36 ans, c'était une grosse partie de ma vie, de mon quotidien. On s'appelait tous les 2-3 jours. Ouais. Je suis la petite fille qui était la plus proche de la gang parce que notre famille, on est vraiment de côte à côte. On a de la famille en Colombie-Britannique, on a de la famille en Nouvelle-Écosse, à Calgary, puis partout entre chaque province. Tout le monde le connaissait dans le village, puis tout le monde a une belle mémoire, un beau petit parcours avec lui. C'est comme s'il vivait une vie que j'ai jamais connue avec le village, parce que moi, je connaissais mon grand-papa. Tu sais, mon grand-papa qui me faisait souper quand je venais à la maison, ou qui faisait ses ventes de garage, qui faisait le Père Noël, mais je connaissais pas toutes ces connexions avec tout le monde à Cap-Santé. Puis d'entendre toutes ces histoires-là, ça me faisait vraiment chaud au cœur, en tout cas. Partout où je vais dans le village, là, puis que j'avais besoin d'aide ou quoi que ce soit, j'étais là, je suis la petite fille à Richard Chaillé. Ah, le monde, là, était comme... Même à l'Assemblée nationale, on a parlé de lui. Je rends hommage à une figure bien aimée de Cap-Santé qui nous a malheureusement quittés le 19 octobre. Il s'agit de M. Richard Chaillé. Je l'avais rencontré l'an dernier à la ferme L'Arc-en-Ciel du Paradis, où il était venu faire le plein de fraises pour les distribuer aux personnes dans le besoin. Un homme souriant, d'une bonté infinie, et avec une barbe bien fournie qui lui a valu le surnom affectueux de Père Noël du village. Des cadeaux, il en distribuait sans compter, non seulement aux enfants, mais aussi aux personnes seules et vulnérables. C'est un institut, mon grand-père, un peu, mais on n'a pas le choix, il faut qu'on vide. Hein? C'est un homme généreux, en tout cas. Oui, absolument, absolument. C'est tout pour le Bulletin des régions cette semaine. J'espère que cela vous a plu. Je remercie toutes les stations de télévision participantes et je vous dis à bientôt.